Et si enchérir en ligne devenait possible? Je vous en dis plus dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une énième vente aux enchères. Elle a duré plus de 2 heures. Il y avait une bonne cinquantaine de personnes présentes pour une trentaine de places assises. Le tout dans une température ambiante qui avoisinait les 30 degrés. Comme je n'aime ni la chaleur ni le monde et que la patience n'est pas ma plus grande qualité, je me suis mis à imaginer un monde dans lequel enchérir en ligne serait possible pour les enchères judiciaires. Après tout, enchérir en ligne et en live, c'est déjà possible pour les ventes qui sont réalisées par les commissaires-priseurs, qu'on appelle maintenant commissaires de justice. Ça se fait depuis des années et des années. On peut enchérir sur place, on peut enchérir par téléphone, on peut enchérir en ligne et en live via des plateformes spécialisées. Alors après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exporter ce modèle aux ventes immobilières? Je me suis posé la question et je vous donne le fruit de mes réflexions dans cette vidéo. D'abord, pour éclaircir un point, oui, les ventes immobilières aux enchères, ça existe déjà en ligne. Ça s'appelle des ventes interactives, c'est fait sur des sites privés et les grosses différences entre ces ventes-là et les ventes qu'on appelle judiciaires, qui sont faites donc au tribunal, c'est que d'un côté, sur les ventes interactives, ce sont des ventes volontaires, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui choisit de proposer son bien à la vente sur une plateforme par le biais des enchères, donc c'est un moyen de vente finalement, les enchères, de la volonté de celui qui vend ou alors de l'agent immobilier qui le représente. Et là, l'objectif, c'est pour le vendeur de tirer le meilleur prix possible de son bien en augmentant la visibilité, en augmentant les possibilités, l'effet FOMO qui va être créé par le système d'enchères. A l'inverse, les ventes judiciaires, c'est ce qu'on appelle des ventes forcées, c'est-à-dire que celui qui vend n'a pas le choix. Les biens ils sont issus de procédures juridiques, les saisies immobilières, les liquidations judiciaires ou les partages d'indivisions forcées, qu'on appelle les licitations-partage. Et dans ce cas-là, le vendeur n'a pas son mot à dire. Donc on voit que déjà, il y a une divergence vraiment importante entre les deux, qui est que d'un côté, c'est plutôt à l'avantage de celui qui vend, et de l'autre côté, ça va être plutôt à l'avantage de celui qui achète. Du moins potentiellement, dans le cadre d'une vente judiciaire, l'acheteur peut faire une bonne affaire, et c'est toute la raison et l'existence de cette chaîne. Donc la grosse différence au niveau de l'organisation, c'est évidemment qu'il y a nécessairement tout un tas de contrôles à faire et un cadre légal à donner pour les ventes forcées qui n'existe pas sur les ventes volontaires, sur les ventes interactives, puisque là, pour le coup, c'est simplement un vendeur qui va donner son accord, qui va finalement signer les conditions d'utilisation de la plateforme pour la vente interactive. De l'autre côté, tout est strictement encadré, tout est prévu par la loi pour garantir les droits de celui qui fait l'objet de la saisie ou de la liquidation, de celui qui va acheter, et le tout encadré à la fois par la justice et aussi par des auxiliaires de justice, les avocats, qui vont diligenter la procédure et aller enchérir le jour J. L'idée, c'est aussi dans le cadre judiciaire de minimiser les cas dans lesquels il va pouvoir y avoir une contestation. Parce qu'évidemment, s'il y a des problèmes qui vont se poser, comme on est dans un cadre forcé, il peut y avoir une contestation de la procédure par celui qui subit la saisie, et éventuellement, et d'ailleurs c'est prévu dans la procédure, s'il y a des problèmes au niveau des enchères, s'il y a des zones de doute ou des défauts d'information, il va pouvoir y avoir une contestation des personnes qui n'ont pas acheté, qui n'ont pas été déclarées adjudicataires. Et donc il faut vraiment que ce soit encadré le plus possible pour qu'il y ait le moins de contestation possible et pour que ça ait une valeur. D'un autre côté, les ventes en ligne, ça existe, et notamment sur des ventes forcées, mais en matière de meubles, du moins de mobilier. Des voitures, n'importe quel élément mobilier, des vêtements aussi, se vendent par le biais de commissaires de justice dans le cadre de ventes aux enchères forcées, après des saisies ou dans le cadre de liquidation judiciaire. Et là, la différence fondamentale, c'est que on ne va pas vendre ou acheter un meuble, ou même une voiture, comme on va vendre ou acheter un immeuble, un bien immobilier. Tout simplement parce que les obligations ne sont pas les mêmes, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus pour celui qui vend ou pour celui qui achète aussi. C'est la raison pour laquelle c'est quand même beaucoup plus simple d'organiser des enchères en ligne pour des ventes de mobilier que pour des ventes d'immobilier. Et la première des raisons, le premier frein finalement, on va en parler un peu plus loin, c'est que dans le cadre des ventes immobilières, judiciaires, il n'y a que les avocats qui peuvent enchérir. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi c'est cohérent.
Donc finalement, c'est aussi pour ça que d'un côté ça existe déjà, de l'autre ça n'existe pas. Malgré tout, moi j'ai trouvé des axes de développement, des réflexions qui me paraissent tout à fait logiques et qui pour moi font que ça pourrait se mettre en place, ce serait même cohérent de le faire dans l'intérêt d'un petit peu tout le monde et notamment des adjudicataires, de nous investisseurs ou marchands de biens qui allons nous intéresser aux biens. Alors ce qui est sûr d'abord, c'est qu'on va difficilement pouvoir remettre en question le fait que ces ventes elles se passent au tribunal. Autant sur des ventes de mobilier, de voitures, de vêtements, etc., ça peut se faire par un auxiliaire de justice, donc ils sont les commissaires de justice, qu'on appelait avant les commissaires-priseurs. Ils ont tout un process, une connaissance de leur métier et des règles à respecter pour justement qu'il y ait quand même un cadre légal qui encadre ces ventes-là. Mais en matière de vente immobilière, c'est quand même autre chose. C'est un autre niveau, c'est d'autres responsabilités et c'est d'autres enjeux financiers aussi. Même si dans le cadre de vente aux enchères, notamment les ventes d'art, on va sur des sommes très importantes et qui dépassent souvent les sommes de vente même de biens immobiliers. Mais en termes de contrôle, de procédure, en termes de sécurité aussi pour celui qui voit son bien saisi et qui va être vendu aux enchères, c'est important qu'il y ait une procédure avec un contrôle plus important des juges et de la justice. C'est la raison pour laquelle on ne va pas remettre en question ici le fait que ça se passe devant le tribunal ou du moins que ce soit encadré par le tribunal. Alors en conservant cette base judiciaire, comment est-ce qu'on peut mettre en place une vente en ligne ? Je vous propose d'étudier deux hypothèses différentes. La première, on va être dans le cadre où on conserve l'audience physique en permettant en plus d'enchérir donc non seulement dans la salle, mais aussi online. Un peu comme ce qui se fait actuellement en matière de mobilier, où il y a la vente aux enchères dans la salle des ventes du commissaire de justice et online, la possibilité de porter des enchères. Donc ce qui serait cohérent là, ce serait de maintenir l'audience dans une salle d'audience classique avec le juge, les greffiers, le chronomètre comme habituellement pour les différentes enchères, l'avocat poursuivant qui est là pour confirmer qu'il poursuit la procédure à la demande de son client ou de sa cliente et certains avocats qui viennent accompagnés ou non de leurs clients pour enchérir. Mais en plus de tout ça, mettre en place un dispositif pour enchérir en ligne. Mon idée, ce serait que les avocats soient connectés en visioconférence, donc en live, avec la salle d'audience. Un greffier est derrière un ordinateur, c'est déjà souvent le cas pour régler le chronomètre digital et l'afficher dans la pièce. Parfois, il y a un chronomètre indépendant, parfois c'est un ordinateur portable avec un rétroprojecteur qui va projeter l'écran de l'ordinateur sur le mur et permettre à toute la salle de voir le chronomètre défiler. Donc les avocats qui souhaitent enchérir et représenter leurs clients sont connectés à cette plateforme spécialisée avec un lien personnalisé qu'ils ont reçu avant. Malgré tout, pour pouvoir enchérir, il faut que l'avocat soit fait remettre avant par son client un certain nombre de pièces. Ça ne changerait pas. On remet à l'avocat le chèque de banque, l'attestation qu'on ne fait pas l'objet d'interdiction de détenir des biens destinés à l'habitation. On lui signe son pouvoir ou son mandat qu'il va remettre au début de l'audience ou là pour le coup auparavant au greffe. Et l'avocat finalement qui a toutes ses pièces scannées va faire la demande en ligne au greffe quelques jours avant ou la veille qu'on lui envoie le lien vers l'audience. On lui partage ce lien et il peut enchérir en ligne, en direct pour son client dans les mêmes conditions que ce qu'il aurait fait dans la salle, soit verbalement, soit en appuyant sur un bouton pour dire « je surenchéris » et avec le greffier qui confirme l'enchère en salle. Tout ça, à mon avis, ça peut se mettre en place de façon plutôt simple dans la mesure où les avocats ont déjà ce qui s'appelle le RPVA, ce qui est un réseau sécurisé finalement d'échange d'actes entre avocats et par lequel ils peuvent transmettre certains documents de façon officielle. Je conclurai sur les avantages et les inconvénients de ce système-là à la fin de cette vidéo. D'abord, je vous propose de voir l'hypothèse numéro 2 dans laquelle on va imaginer que l'audience est entièrement dématérialisée. Il n'y a plus d'audience stricto sensu qui se tient dans une salle d'audience physiquement au sein du tribunal. Toute l'audience est dématérialisée, seul le juge et les greffiers se réunissent pour qu'il y ait quand même une tenue d'audience finalement, mais à distance, avec uniquement dans un bureau les greffiers et le magistrat qui est là, le magistrat pour driver l'audience, appeler les causes, etc. Et pour les greffiers, gérer les différents systèmes d'enchères et prendre note de tout ce qui se dit. Donc les greffiers et le magistrat sont ensemble, connectés sur un poste informatique qui est connecté à une plateforme de visioconférence sur laquelle
une salle d'audience virtuelle a été créée et où tous les avocats sont connectés, les avocats qui souhaitent enchérir pour leurs clients. Ces avocats-là, dans les mêmes conditions que ce que j'ai donné dans mon hypothèse numéro 1, ils ont reçu toutes les pièces nécessaires pour enchérir de la part de leurs clients, ils les ont scannées, envoyées au greffe au préalable et ils ont reçu un lien sécurisé qui leur est personnel pour se connecter à cette audience-là. Les avocats, ils ont déjà des adresses sécurisées avec lesquelles ils peuvent échanger de toute façon pour les dépôts matérialisés avec les tribunaux. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on a la capacité de vérifier une identité numérique pour faire en sorte que ce soit bien l'avocat qui a enchéri, c'est pas n'importe qui. L'audience se déroulerait avec le magistrat qui annonce la couleur, l'avocat poursuivant qui confirme le jour J verbalement et à distance qu'il souhaite bien poursuivre la procédure à la demande de son client, et les enchères débutent à la mise à prix initiale et montent. On peut avoir un système d'enchères verbales ou un système avec un bouton où ça s'affiche pour tout le monde. Le chrono digital est accessible sur la plateforme pour tout le monde et se remet à zéro, soit manuellement, soit même on peut l'automatiser. Pour le coup, c'est plutôt facile à faire informatiquement à chaque fois qu'il y a une enchère. Et une fois qu'il s'est écoulé, comme physiquement 1 minute 30 après la dernière enchère, le bien est adjugé. Avant de passer aux gros avantages que ça pourrait générer à la fois pour la justice, les greffiers, les magistrats et aussi pour les enchérisseurs et les avocats, ce qu'il faut savoir, c'est que les audiences en ligne stricto sensu, ça n'existe pas. Il y a des processus juridiques qui sont automatisés, des processus judiciaires qui sont automatisés, des injonctions de payer, différentes ordonnances qui se déposent en ligne, on reçoit les ordonnances en ligne derrière. On dépose les requêtes en ligne, on reçoit les ordonnances ensuite, en scannant les pièces justificatives, en remplissant l'identité des parties, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'audience dématérialisée stricto sensu. Une audience, ça demande d'être présent. Pour autant, je ne vois pas en quoi ce serait impossible de mettre en place ce système dans un souci de gain de temps, de gain d'argent. On sait qu'aujourd'hui, ça coûte très cher d'entretenir n'importe quel bâtiment et surtout des anciens bâtiments comme des palais de justice. Peut-être qu'on pourrait dématérialiser certaines audiences dans un souci de gain de temps et d'énergie, notamment de chauffage, où il n'y aurait que les audiences peut-être pénales qui demandent vraiment à ce qu'il y ait une plaidoirie de la part des avocats qui soit faite et qui peut faire pencher la balance. Pour les affaires civiles, les plaidoiries sont un peu moins importantes, un peu moins poussées aussi. Et peut-être que pour certaines procédures, et notamment les ventes aux enchères, ça ferait vraiment du sens en matière civile de les dématérialiser pour simplifier tout ce processus. Le gros frein à ça, c'est que une audience entièrement digitale, ce serait en opposition avec un droit fondamental du procès en France, qui est que la justice, elle est rendue publiquement. Quand vous vous rendez dans un tribunal, la porte de la salle d'audience, elle est toujours ouverte, elle doit toujours être ouverte, et à n'importe quel moment, vous pouvez entrer ou sortir dans une salle d'audience pour assister à cette audience. La seule exception, c'est des audiences qu'on appelle à huis clos, qui pour des raisons souvent de mœurs, qui pourraient être particulièrement choquantes ou violentes pour certains, ou pour des raisons procédurales, sont donc à huis clos et c'est souvent en matière pénale. Sinon, les autres audiences, elles sont publiques. La justice en France, elle doit être rendue publiquement. C'est vraiment un des principes fondamentaux de la justice et du procès en France. Donc, si on imagine qu'on dématérialise toute la procédure, ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit accessible à quelqu'un qui puisse assister à l'audience, même sans enchérir. Comme aujourd'hui, vous pouvez aller librement dans une salle d'audience et c'est bien normal et ça va même être intéressant quand vous allez commencer d'aller regarder comment ça se passe avant d'enchérir vous-même. Eh bien, là, en ligne, il faut permettre cet accès-là. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'on pouvait avoir un autre accès différent pour la personne qui ne souhaite pas enchérir, qui n'est pas représentée par un avocat, le particulier, fait la demande, ou le professionnel, fait la demande en ligne au greffe et reçoit un lien qui est différent, un lien restreint qui finalement ne lui permet pas d'avoir la main sur les outils, mais uniquement d'assister à la vente. Avec aussi un système dépourvu à la fois de son et d'image, comme c'est fait, c'est assez facile techniquement à mettre en place parce que quand vous assistez aujourd'hui à des webinaires en ligne sur Webinar Jam ou d'autres plateformes de ce style-là, eh bien, vous avez la personne qui donne le webinaire là où les personnes, l'image et le son sont visibles et à côté de ça, il y a uniquement un chat auquel les participants ont accès. On ne les voit pas, on ne les entend pas et ils ne peuvent pas prendre la parole autrement que par écrit dans le chat ou pour poser une question.
Parce que sinon, évidemment, ce serait la foire d'empoigne. Et imaginez la personne qui oublie de couper son micro, comme c'est très souvent le cas quand on assiste à un Zoom ou à une réunion où il y a plusieurs personnes. Pour être sûr qu'il y en a toujours une ou deux qui, quand elles se connectent, a oublié de couper son son ou ne trouve pas comment faire, qui va mettre 2 minutes à le faire. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la main pour aller lui couper le micro. Parfois, il y a les chiens qui aboient derrière ou le son de l'aspirateur, je sais pas quoi. Enfin bref, ce serait vraiment la foire d'empoigne. Ça rimerait à rien. Mais avec un système comme on est aujourd'hui sur les plateformes de webinaire, ce serait quand même hyper facile à mettre en place. Et on garantirait dans les mêmes conditions que celles d'aujourd'hui le respect des droits de tout le monde. Alors vous allez me dire, mais tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas le rôle de l'avocat dans cette procédure? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, comme une vente aux enchères classique, je vais pouvoir aller enchérir moi-même en ligne puisque c'est autorisé? Tout simplement parce que ce serait vraiment un changement fondamental de procédure et ça viendrait quand même mettre beaucoup plus de risques et d'aléas dans ces procédures avec des complications potentielles. Aujourd'hui, le rôle de l'avocat, il est là parce que les avocats, ils ont ce qui s'appelle un monopole. Au niveau de la justice, les avocats, ils ont le monopole de représenter les justiciables, donc les personnes, devant la justice. Il y a certaines procédures où on peut se représenter soi-même, mais dans la plupart des procédures, pour être représenté, si on veut l'être, il faut prendre un avocat. Et en matière de vente immobilière, c'est le cas et c'est cohérent parce qu'on est quand même sur de gros enjeux. Et l'avocat, il a un rôle qui est double. Non seulement il va enchérir, mais aussi pour enchérir, il va devoir s'assurer que la personne présente un certain nombre de garanties qui sont prévues par la loi, notamment les garanties financières et les garanties en termes d'identité. Cette garantie en termes d'identité, elle est très importante parce qu'il va vérifier votre pièce d'identité. Et c'est la personne qui mandate l'avocat qui sera déclarée adjudicataire et qui ensuite sera déclarée donc propriétaire du bien au niveau des publicités qui seront faites sur le service chargé de la publicité foncière. Ces publicités-là, elles seront faites aussi par l'avocat. L'avocat, il remplace finalement le rôle du notaire dans toutes les démarches qui suivent la vente. Il va s'occuper des publicités légales. Donc finalement, c'est ce qui va sécuriser la vente. Ce n'est pas le tribunal qui s'occupe de ça, c'est vraiment l'avocat qui là joue le rôle vraiment d'auxiliaire de justice et qui va faire toutes les démarches administratives et juridiques pour que, au final, vous soyez bien, vous, propriétaire du bien. Donc ça garantit votre sécurité à vous en tant qu'acquéreur, en tant qu'adjudicataire. Et puis il faut se dire aussi que si n'importe qui pouvait aller enchérir, sans justifier d'une garantie financière, les gens iraient un petit peu comme ça, ce serait très facile d'accès et il y aurait derrière beaucoup de problèmes parce qu'ils ne trouveraient pas leur financement, parce qu'on enlèverait quand même une grosse barrière à l'entrée mais qui est justifiée. On ne va pas enchérir pour acheter un bien immobilier à 100 000 ou à 200 000 euros comme on va enchérir pour acheter des couteaux ou des fourchettes à 100 ou 150 euros. C'est logique. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Les procédures ne sont pas les mêmes, elles sont beaucoup plus lourdes. Si la personne, au final, n'est pas en mesure de payer parce qu'elle n'a pas son financement ou qu'elle n'a pas les fonds, il faut relancer la procédure. C'est de nouveaux frais, c'est de nouveaux actes d'avocat, de nouveaux actes de commissaire de justice, une nouvelle audience aussi devant le tribunal. Les tribunaux, ils ont autre chose à faire, les avocats aussi. Les conséquences sont graves, à tout niveau. Donc c'est pour ça que c'est quand même cohérent de garder le rôle de l'avocat qui joue vraiment un rôle essentiel dans cette procédure. Alors, quels seraient les avantages de mettre en place ça? D'abord, pour les enchérisseurs et les avocats, évidemment, il y aurait un gain de temps et d'argent. L'avocat qui peut enchérir depuis son cabinet sans aller au palais de justice, même si souvent les cabinets d'avocats sont à proximité, physiquement des palais de justice parce qu'ils s'y rendent régulièrement, mais là ce serait une audience à laquelle il n'aurait pas besoin d'aller. Donc potentiellement en plus, ce serait un gain d'argent. À la fois pour l'avocat qui va s'économiser les frais, s'il doit prendre sa voiture, payer son parking, etc., ou s'il va à pied, un gain de temps, mais aussi du coup d'argent, parce que le temps qu'il ne va pas passer à faire les allers-retours, à l'aller, au retour après l'audience, eh bien, il va le passer à travailler sur un des dossiers, donc il va gagner de l'argent, il sera plus rentable. Et aussi, in fine, du coup, pour celui qui va enchérir, parce que qui dit gain de temps pour l'avocat, dit gain de temps aussi pour le client, normalement, si c'est répercuté de façon cohérente. Parce que l'avocat, c'est plus simple et plus rapide pour lui d'enchérir, donc il sera plus à même de moins faire payer d'honoraires pour enchérir, voire même de ne pas en faire payer du tout, puisqu'il n'a pas le déplacement à faire. Évidemment, au niveau environnemental, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, il y a une grosse différence, un gros avantage potentiel, il n'y a pas de salle d'audience à chauffer comme parfois il fait 25 ou 30 degrés à l'intérieur, il n'y a pas les coûts, le carbone en termes de consommation de carburant de la voiture, consommation même électrique d'ailleurs sur des véhicules électriques, pas de déplacement aussi des gens qui viennent enchérir. Donc
Voilà, on gagne aussi à ce niveau-là en termes d'énergie, à la fois pour la justice, à la fois pour la planète et pour l'enchérisseur, c'est intéressant. Maintenant, du côté de la justice aussi, eh bien, côté magistrat ou greffier, ils vont aussi gagner du temps et de l'énergie en termes de déplacement. Ils vont pouvoir faire ça dans un bureau, pas nécessairement aller dans une salle d'audience, s'organiser pour la salle d'audience, gagner du temps donc avant-après sur la gestion des dossiers, ce qui dit moins de déplacement, dit plus de traitement de dossiers, donc plus de gain de temps. Et la justice même en elle-même peut y gagner au final, puisque si on raccourcit les délais de traitement, si on raccourcit le temps des audiences, potentiellement, il y aura plus de dossiers de traités, moins de retard. Il y a aussi un gros avantage qui peut être en termes de gestion des audiences en elles-mêmes. Parce que si on automatise tout en ligne comme un système de webinaire, on peut enregistrer l'audience et du coup pour la retranscription derrière du jugement, ça va être quand même plus rapide au niveau du travail qui est fait actuellement par les greffiers. Les greffiers finalement ils vont juste devoir s'assurer que les différentes enchères, que tout a été bien enregistré, les différents niveaux d'enchères et retranscrire dans le jugement, ça de façon plus simple. Mais une fois que tout est déjà informatisé, tout est arrivé de façon informatique, finalement c'est un recoupement d'informations, c'est extraire des données informatiques et avec des modèles de retranscription de jugement, ça va se faire beaucoup plus rapidement et les greffiers pourront se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou pour des dossiers à plus forte valeur ajoutée. Aussi pour la justice et pour les justiciables. Il y aura peut-être aussi la possibilité d'avoir plus rapidement le jugement pour nous acquéreurs. Donc ça peut aussi être intéressant à ce niveau-là. Donc vous voyez, moi j'y vois beaucoup d'avantages, que ce soit peut-être sur une étape intermédiaire à mettre en place la possibilité d'enchérir en ligne en conservant l'audience physique, mais aussi demain, pourquoi pas, et je pense même que de toute façon on va y venir, c'est quasi inévitable dans les décennies qui arrivent, ça va pas se faire sans mal, mais ça finira par se faire, une justice pour certaines audiences qui est dématérialisée, parce que tout le monde a à y gagner, et en premier lieu la justice elle-même qui va gagner en efficacité, en efficience. Les avocats n'y perdront pas, le justiciable n'y perdra pas non plus, et va même y gagner du temps et de l'argent. Voilà pour cette idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai partagé et pourquoi pas si vous avez vous aussi d'autres pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes et qui peuvent donner lieu, pourquoi pas, à une vidéo 2 sur d'autres réflexions sur comment porter ce système d'enchères en ligne aux enchères judiciaires et immobilières. À très vite pour une prochaine vidéo, ciao!